Il faut bien débuter pour booster votre mindset. Le podcast dédié à toutes les personnes qui aspirent à propulser leur développement personnel et professionnel en quelques minutes seulement. Je suis Ingrid et moi Valérie, deux expertes en ressources humaines qui vous partagent des tips et nous sommes enchantés de vous accueillir. Prêts à booster votre mindset? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider par l'épisode du jour. Bonne écoute. Bienvenue dans Il faut bien débuter, le podcast qui explore les coulisses des parcours entrepreneuriaux inspirants. Ici, on ne parle pas uniquement de success stories lissées. On plonge dans le vrai du vrai, les doutes, les rebonds, les échecs transformés en leviers, les bonnes astuces. Aujourd'hui, nous accueillons un serial entrepreneur qui a à son actif la création de plusieurs entreprises montées avec des associés qu'il a finement choisis. Et vous le verrez, il n'aime pas être seul. Et ces entreprises, il les a revendues. Mais ce n'est pas fini, car il est actuellement dans une nouvelle aventure qui se veut audacieuse et innovante, et toujours au cœur de l'humain. Prêt à décrypter le parcours de Jocelyn? Un épisode qui promet d'être très intéressant. Bienvenue Jocelyn. Aujourd'hui, on te reçoit dans le podcast Il faut bien débuter. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. On va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Tout à fait. Merci déjà pour l'invitation. Très honoré d'être un de vos invités sur ce chouette podcast. Concernant mon parcours, moi je suis Jocelyn Martin. J'ai aujourd'hui 43 ans. J'ai un parcours plutôt orienté communication, publicité au départ. Et ce pendant une bonne dizaine d'années, salarié pendant 5 ans, et puis le virus entrepreneurial assez rapidement en 2012 maintenant, avec la co-création d'une agence de publicité qui s'appelle Hungry and Foolish, puis un cabinet en marketing digital en 2018, et plus récemment, depuis 2023, le nouveau projet, la nouvelle aventure avec Propel, qui est aujourd'hui une start-up qui évolue dans l'industrie des ressources humaines et plus spécifiquement sur la verticale du recrutement. Super, merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a incité à te tourner vers l'entrepreneuriat ? Ce qui m'a incité à me tourner vers l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'idée de projets, de construire des projets, de faire en sorte que ces projets soient menés aussi de manière collective, à plusieurs. Je crois que je suis un boulimique de projets, et ce d'ailleurs dans la vie perso comme dans la vie pro. J'ai besoin de créer des nouvelles choses, de co-construire des nouvelles choses, et surtout avec d'autres personnes. J'ai besoin de fédérer, d'embarquer des gens dans une aventure collective, et je pense que le tout départ de l'entrepreneuriat vient de là. C'est je crois finalement l'élément central et le fil conducteur en fait des 3 entreprises dans lesquelles j'ai pu évoluer, c'est de créer quelque chose avec d'autres personnes et d'embarquer ces personnes dans un projet collectif avec une vision à moyen long terme. Ok, passons un peu maintenant à ta vision et à ton leadership. Comment tu définirais ta vision de la gestion d'une entreprise et comment tu la communiques à tes équipes pour les embarquer, justement? Ouais, là il y a 2-3 points. Je pense que le premier, c'est que je considère vraiment l'entreprise comme une aventure humaine avant tout. C'est le point de départ, et d'ailleurs on parle de société. Il y a un impact sociétal en fait, très clairement, et on l'oublie parfois. L'entreprise, c'est ça, c'est de faire société et de pouvoir une fois encore fédérer autour d'une cause commune, d'un projet commun. Le deuxième élément qui impacte, je pense, ma vision, c'est je dirais l'impact réel avant les artifices, c'est-à-dire faire quelque chose qui soit efficace, qui construise quelque chose avec une vision long terme, mais un pragmatisme à court terme. Vision long terme, c'est-à-dire savoir où on veut aller, vers quoi on veut tendre, tout en n'oubliant pas qu'au moment T, il faut aussi être dans la réalité de ce qu'on peut faire, de comment on peut le faire. Être opérationnel finalement. Très opérationnel. C'est vraiment être sur les 2 pieds. Un pied toujours dans le moment présent et pouvoir aussi avoir une vision à moyen long terme, parce que c'est cette vision qui permet d'embarquer des équipes. C'est cette vision qui permet aussi, quand il y a des coups de moins bien, de réaligner tout le monde en se disant voilà où on va aller.
On n'y est pas encore, mais voilà où on va aller. Et de fédérer de nouveau les équipes autour de cette vision de base. Exactement. Puis la projection est importante. On a besoin de se projeter. Et d'ailleurs, c'est valable dans l'entrepreneuriat, mais pas que. Quand on est aussi salarié, on vient au moment T pour une mission, un périmètre de job, mais on a besoin de savoir comment on va évoluer demain dans l'entreprise. Et plus que tout, on a besoin de savoir aussi comment l'entreprise va évoluer, ce vers quoi elle va attendre et est-ce que moi je me projette dedans. Et puis peut-être le troisième élément, je vous ai parlé de l'aventure humaine, de vision court et moyen terme. Et puis il y a ce côté aussi peut-être clarté et transparence de ce qu'on fait, voilà, ça c'est vraiment une vision aussi que j'ai aujourd'hui, moi, de ma gestion de l'entreprise. Je suis beaucoup dans la transparence avec les équipes, parfois certainement trop d'ailleurs, parce que évidemment chacun perçoit ou reçoit une information avec sa propre, je dirais, vision, son environnement, sa capacité ou pas à recevoir telle information positive ou parfois un peu moins positive. Mais je crois beaucoup en cette transparence et en cette clarté comme pilier finalement pour construire la vision de l'entreprise. Lorsqu'on a échangé avant de réaliser le podcast, tu nous as fait part de l'importance de la santé mentale. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Beaucoup de choses. Déjà, c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps récemment. Je pense qu'on en parle plus et c'est chouette. Après, la santé mentale, c'est extrêmement large et évidemment, ça va concerner tout le monde en réalité. Ça va concerner les salariés, ça va concerner potentiellement les solopreneurs, les freelances et les entrepreneurs. Alors moi, je vous en parle plutôt en tant qu'entrepreneur parce que je me rends compte très souvent qu'il y a une dichotomie entre ce que les gens perçoivent de l'entrepreneuriat et ce que nous on vit au quotidien. Alors encore une fois, moi je suis un entrepreneur d'une petite structure, mais c'est assez marrant de voir la perception qu'ont les gens de l'entrepreneuriat, qui est en réalité un peu tronquée, je pense, de ce qu'est la réalité, parce que aujourd'hui, nous, on est basé typiquement en Station F. J'échange avec beaucoup d'entrepreneurs et je me rends compte que pour beaucoup, c'est compliqué. Pour moi aussi, c'est compliqué, qu'on a des vrais moments de solitude face à nos décisions, face à notre actualité, face aux problématiques de gestion d'une boîte tout simplement. Et ce qui est dingue, c'est que en réalité, on ne peut pas forcément transmettre ça. Parce que encore une fois, on doit embarquer des équipes et si nous-mêmes on montre qu'on a un coup de moins bien, exactement, c'est compliqué. Cela étant, je l'avoue, sans aucun problème, parfois c'est compliqué, parfois c'est dur, et ce qui est chouette, en tout cas j'ai cette impression, c'est que de plus en plus de personnes s'ouvrent sur ces sujets-là, et je pense que on règle pas ça d'un coup de baguette magique. Par contre, à mon sens, la première étape, c'est d'en parler et de pouvoir en parler. De pouvoir en parler, de pouvoir être écouté. Ça ne va pas forcément régler toutes les problématiques qu'on peut avoir au moment T, mais c'est déjà une façon de se délester d'un poids et de dire, ni plus ni moins, bah, écoute, là aujourd'hui, ça ne va pas, je ne vais pas bien, je ne m'en sors pas, je ne sais pas comment faire les choses, et qu'en face, on ait quelqu'un qui puisse écouter et qui puisse évidemment aussi, parfois, challenger, aider, réorienter, etc., etc. Et donc c'est un sujet très présent, on en parle beaucoup dans le salariat depuis pas mal de temps, et d'ailleurs il y a beaucoup de boîtes qui se créent autour de ça, autour de ce qu'on appelle la QVCT, la santé mentale, la qualité de vie au travail, etc. C'est très très chouette. J'ai l'impression de voir beaucoup pas d'artifices, mais d'outils technologiques pour aider ou pour déceler, mais je pense qu'à un moment donné, il y a de l'humain aussi. Ça restera le cœur. Hein. Exactement. Et c'est pas la responsabilité quand on est salarié uniquement, typiquement d'un DRH ou d'un manager. Je pense que c'est plus transversal que ça. Je pense qu'il y a une approche qui doit être aussi collective. Alors oui, il y a de l'anticipation, il y a prévenir le fait qu'on puisse être moins bien. Parfois aussi, il y a le perso qui s'introduit dans le pro et inversement et qui fait que, à un moment, on a un déséquilibre. Mais encore une fois, je pense que le premier sujet, c'est de pouvoir en parler. Et là, pour vous donner un exemple ultra concret, il y a 15 jours, je suis parti avec 2 entrepreneurs qui ont des boîtes totalement différentes de la mienne, avec des problématiques tout autres aussi, des tailles, des maturités différentes. Et en fait, on est parti 2 jours à travailler ensemble et à partager en fait nos doutes, nos questionnements. Et finalement, on se rend compte que quelle que soit la maturité de la boîte, quelle que soit la taille de la boîte,
on partage exactement les mêmes sujets, on traverse la même chose. Okay. Et c'est vrai que l'échange de pair à pair est ultra intéressant. Donc voilà pourquoi je vous en avais parlé. Et après, c'est pas toujours simple de l'anticiper soi-même. Et donc aussi de se l'avouer, de se dire bah là, je vais un peu moins bien, je vois que ça va pas s'améliorer. Et on ne sait pas forcément quoi faire, par quel bout prendre le sujet. Et donc voilà, encore une fois, faut en parler. Merci pour ton retour très franc. Comment tu gères la prise de décision quand tu as des phases d'incertitude? Tous les jours, j'ai des phases d'incertitude. Comment tu gères au quotidien, du coup? En fait, il y a un sujet, c'est que j'ai catégorisé mes prises de décision. C'est-à-dire qu'en fait, je les ai segmentées en 3 typologies, sans rentrer dans le détail, mais les décisions à petit impact, à moyen impact et à gros impact, globalement. Okay. Ce qui est certain, c'est que quand c'est une décision avec un gros impact, tu réfléchis à 2 fois avant de prendre la décision, voire à 3 fois. Je me suis rendu compte d'une chose qui fonctionne, c'est que j'écoute beaucoup. Donc je partage beaucoup. Et si j'ai une décision à prendre, je vais la partager avec des personnes qui me semblent utiles, auprès de qui partager cette prise de décision, parce qu'ils ont une expérience que je n'ai pas, une seniorité que je n'ai pas, une prise de recul que je n'ai pas. Et c'est vrai que nous, on a toujours la tête dans le guidon, donc des fois, on n'a pas la bonne vision. Ça, c'est le premier point. En tout cas, ça m'aide beaucoup. Après, encore une fois, partager, se faire conseiller, ça ne fait pas tout. Les conseillers, en plus, ne sont pas les prêteurs, donc il faut faire autrement. Le deuxième élément, et ça date il n'y a pas si longtemps, c'est qu'il y a 3-4 ans, je me suis fait accompagner par une coach qui m'a aidé sur ce sujet-là. À finalement savoir prendre des décisions, ni mieux prendre des décisions, mais plutôt savoir prendre une décision et l'assumer au moment T. Parce que quand on prend une décision, on ne sait pas si elle est bonne au moment où on la prend. On sait que plus tard. Donc il y a un vrai sujet de se dire comment la décision que je prends, je suis à l'aise avec cette prise de décision au moment T. Quand bien même, je ne sais pas si elle sera bonne ou mauvaise. Et ça, en fait, je l'ai vraiment rayé, entre guillemets, dans le bon sens de ma réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends des décisions en me disant qu'est-ce que j'ai comme niveau d'information pour prendre la décision. Et si, à 6 mois ou 1 an après, je me dis mince, j'aurais pas dû prendre cette décision, en fait, je me dis toujours, au moment où je l'ai prise en mon âme et conscience avec le niveau d'info que j'avais. Et voilà, peut-être que j'aurais une info différente au moment T, j'aurais pris une autre décision. Donc, pour répondre de manière très synthétique, parce que c'était un peu long, mais 1, je partage beaucoup, j'échange beaucoup, et 2, j'assume la décision au moment T en ayant un maximum d'informations objectives sur lesquelles m'appuyer pour prendre la décision. Ok. Très clair. Merci beaucoup pour ces éclairages, Jocelyn, parce que pour le coup, c'était pas trop long parce que tu as donné des éléments concrets qui nous éclairent beaucoup, et nous, les premières par ailleurs. Donc, on t'invite à poursuivre. Parlons un petit peu de tes réussites. Parmi tes succès, lequel t'as le plus appris, et notamment par rapport à l'entrepreneuriat? Les succès, déjà, qu'est-ce qu'un succès ? J'ai envie de dire. C'est presque la première question. Où on place le curseur sur ce qu'est un succès ou pas. Moi, vraiment, le succès, il est assez basique. En réalité, c'est d'avoir en face de moi des gens qui me disent c'est trop cool d'avoir bossé dans cette boîte-là. C'est trop cool d'avoir partagé ce moment de vie professionnelle avec vous et cette entreprise-là. Ou pour un client, je suis très satisfait de l'accompagnement qui a été celui de l'entreprise. En fait, c'est ça mes succès. Déjà de base, en fait. C'est pas une question de chiffre d'affaires, une question de marge brute ou financière. Même si, évidemment, c'est quand même une finalité. On reste une entreprise, on a cette vocation-là. Mais moi, j'avoue que les plus chouettes succès que je peux avoir, c'est quand j'ai ces retours-là de femmes et d'hommes avec qui j'ai pu travailler, avec qui j'ai pu être partenaire, prestataire, client, qui me font ces retours-là. Ça, c'est ultra précieux. Alors, je pense que je suis très picousé à l'humain, vous l'avez compris. Je pense que j'ai peut-être... C'est une bonne chose aussi. Hein, ça nous parle, pour le coup. J'ai peut-être aussi un sentiment de me dire... je dois faire que les choses aillent bien et c'est ma mission un peu sur Terre, carrément. Et pour partager un peu les succès, il y a plein de choses que je reproduis, évidemment, mais il y a aussi des choses qui sont des succès parce qu'elles ont été des échecs. Ce que je veux expliquer par là, c'est que
j'ai fait des choses qui étaient peut-être pas les bonnes. Et du coup, j'ai changé la mire pour qu'elle devienne des succès demain. Et c'est finalement un peu ça aussi qui construit les succès de demain en capitalisant sur ce qu'on a pu faire par le passé. Une des réussites, en tout cas, sur la partie purement entrepreneuriale, c'est vraiment d'avoir cofondé 2 premières boîtes avec des associés et avec des gens objectivement formidables. Et je me dis toujours, ça c'est un succès et je le reproduis tout le temps. Aujourd'hui, je suis persuadé que, en tout cas à titre perso, je ne peux être bon que dans un collectif avec d'autres personnes aussi. Je pense que je ne serais pas bon pour entreprendre tout seul. Et je pense que ça c'est, si ce n'est un succès, c'est au moins un conseil. Je dis souvent, c'est bien quand on crée un projet entrepreneurial de le faire peut-être avec 2 ou 3 autres personnes complémentaires, avec des valeurs également alignées. Mais ça permet de gagner du temps. Je pense que je ne serais jamais allé aussi vite si j'avais été tout seul à monter l'agence de publicité ou le cabinet en marketing digital, typiquement. C'est super intéressant comme retour parce que je ne suis pas sûre que ce soit une question qu'on se pose forcément quand on veut entreprendre. Est-ce que j'ai envie de le faire seul? Est-ce que j'ai envie de le faire collectivement? Moi, je te rejoins dans l'approche que tu as. C'est Ingrid, à la base, qui m'a fait basculer dans l'entrepreneuriat. Et c'est notre aventure ensemble aussi que j'aime bien. Donc, ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire quel impact tu cherches à laisser, aussi bien chez tes clients que par rapport à ton secteur, en lien notamment avec Propulse? L'impact, il est, et c'est le fil rouge clairement je pense, de ma carrière. Je me rends compte que je souhaite créer de la valeur et que cette valeur, elle soit partagée. Et elle soit partagée par toutes les parties prenantes d'une boîte, d'une aventure professionnelle ou même d'un projet collectif. C'est tout bête, mais moi j'adore fêter les anniversaires par exemple. Pour moi c'est un projet de faire un anniversaire. C'est pas de l'ego mal placé, c'est de dire on crée quelque chose avec plein de personnes et tout le monde va profiter de ça. Mais je prends l'exemple aussi très souvent de créer des souvenirs communs. Quand tu es dans un collectif, en fait, c'est décuplé. Quand je vais, moi je suis fan de foot, quand je vais voir un match de foot de mon équipe favorite, j'ai envie de partager ça avec d'autres. Vous voyez, j'ai envie que quand il y a un but, il y a une liesse collective. Et en fait, ça c'est vraiment une conviction profonde et de se dire que quand on crée des choses, il faut que c'est un impact pour tout le monde positif et ça crée un souvenir commun. Et c'est ça la trace que j'ai envie de laisser. Et en fait, on peut la laisser de plein de manières différentes et c'est assez incroyable et tout à chacun peut le faire. Par exemple, Ingrid, je ne te le connaissais pas il y a encore un mois. C'est Valérie qui m'a présenté à toi. On vit un moment à 3. En fait, c'est un souvenir commun qu'on est en train de se créer. Et dans 2 ans, peut-être on sera amené à travailler ensemble d'une manière ou d'une autre, ou on te parlera de moi ou inversement. Et je dis, je me souviens, j'avais passé un super moment avec Valérie et Ingrid. Non mais tu vois, en fait, ça crée des souvenirs communs. Et les souvenirs communs ont plus d'impact sur nos vies en fait. Et je pense que moi, c'est vers ça que je veux tendre. Et sur Propel, c'est clairement au cœur du sujet. C'est que on est nous sur du recrutement par recommandation. L'humain est au cœur du sujet. C'est de dire pour une boîte demain, j'ai connu tel candidat qui est venu chez nous parce qu'il a été recommandé par telle personne. Ça nous unit déjà en fait. Et la personne qui elle-même a été recommandée et a eu le job, elle n'oublie pas non plus cet historique avec la personne qui l'a recommandé. Vous voyez, ça crée encore une fois une histoire. Et c'est ça qui est chouette. Je pense que toute rencontre est le point de départ de quelque chose. On ne le sait jamais au moment T, mais c'est le point de départ de quelque chose. Et je dis souvent, mes enfants, je leur rabâche les oreilles avec ça, que le mot que j'aime le plus, moi, le mot le plus important dans ma vie, c'est bonjour. Parce qu'un bonjour, ça t'ouvre le champ des possibles. Et c'est vraiment ça t'ouvre le champ des possibles parce que ça crée quelque chose, ça crée un contact, ça crée une conversation. On ne sait pas ce vers quoi va aller la conversation, mais elle peut aller vers plein de choses. Et typiquement, moi j'ai une aspérité commerciale. Je pense que la plupart de mes clients depuis 15-20 ans, c'est vraiment du relationnel, c'est vraiment de l'humain, c'est vraiment de parler avec des gens et de se dire, il y a un truc à faire ensemble et en fait cette personne-là, j'ai envie de bosser avec elle. Pareil pour les prestataires, j'ai envie de bosser avec lui. Je ne sais même pas potentiellement si le produit est génial ou le service est génial, mais le fait déjà de se dire j'ai envie de bosser avec cette personne, ça crée en tout cas un départ de quelque chose et puis après si ça marche, c'est encore mieux. C'est très intéressant ton approche pour le coup, c'est très inspirant. Si on passe un petit peu au défi personnel et à la résilience,
comment est-ce que tu arrives à transformer du coup un échec en levier? Comment on réussit déjà, est-ce qu'on réussit tout le temps? Ça, c'est la bonne question. Non, ce qui est certain, c'est que il y a souvent ces poncifs qu'on retrouve sur LinkedIn de leaders inspirants. J'ai échoué, j'ai foiré ma boîte, mais j'ai appris plein de trucs, etc. Je pense que c'est vrai, mais je vais être honnête avec vous, ça me saoule. Parce que, bon, déjà, moi, j'aime pas trop l'échec. Alors, moi, je suis comme toi, hein, donc je te comprends. C'est assez fou, mais il se peut que demain, j'ai un échec avec Propel. Alors, évidemment, je me souhaite pas, mais je me dis, est-ce que demain, je ferai ce post LinkedIn qui dira, c'était génial, très belle aventure, on n'a pas réussi, mais franchement, on a appris plein de trucs, etc., etc. Voilà, je suis moyennement à l'aise avec ça. Par contre, évidemment, je tire les enseignements de ce que j'ai loupé, de ce que j'ai mal fait pour pas les refaire. Et ça, c'est très simple. C'est un post-mortem à chaque fois de ce qu'on peut faire sur tel ou tel sujet, tel ou tel projet, ni plus ni moins. Et la manière dont moi je le fais, c'est que j'écris. Moi, j'écris beaucoup. J'ai un petit cahier de notes où j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête. Et puis, il y a un côté, ça c'est... Donc, tout ce qui me passe par la tête, c'est le côté classique du cahier. Et de l'autre côté, à la fin, c'est tous les rex, tous les enseignements que je tire. Et je les écris et je les relis. Alors des fois, ça me fait sourire parce que je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté du truc? Mais voilà, j'écris les choses pour pas les oublier. Après, les gros échecs, on les oublie pas de toute façon. Et je pense qu'on est tous capables de très vite se dire qu'on les refera pas, qu'en tout cas, on refera pas la même chose. Et moi, les échecs, franchement, j'en ai eu dans typiquement le recrutement. Il y a 7-8 ans, voilà, j'ai eu des échecs dans le recrutement. Le recrutement, c'est humain, donc au moment T, on ne peut pas savoir. Et c'est pas grave, je suis très à l'aise avec ça. Maintenant, c'est de se dire, est-ce que finalement, tu recrutes plus parce que tu as un échec dans le recrutement? Ou est-ce que tu continues à recruter de la manière dont tu as fait, en te disant que peut-être il y a des choses que tu dois changer dans ta perception du recrutement, dans ta façon d'aborder le sujet. Exemple tout bête, hein, mais je suis très, moi, sur l'intuition et le feeling. Et j'ai toujours recruté comme ça. Et je ne vais pas changer. En revanche, j'ai appris aussi à objectiver le recrutement, c'est-à-dire à travailler avec des scorecards pour avoir quelque chose qui soit objectif et qui ne soit pas uniquement basé sur une intuition ou mon feeling. Le feeling, l'intuition, combiné à l'expérience, fait que dans tous les cas, je vais m'améliorer sur le recrutement. C'est une évidence. Il n'en demeure pas moins qu'aller en plus mettre des outils va permettre aussi d'objectiver le recrutement et de pouvoir aussi le comparer par rapport à d'autres profils et pas se dire juste Valérie, Ingrid, elles étaient hyper sympas, j'ai envie vraiment de bosser avec elles, alors que le candidat que j'aurai après, il était peut-être très sympa, mais un peu moins sympa que vous, mais en réalité, il était peut-être plus approprié pour venir dans la boîte. Ouais, tout à fait. Vous voyez? Donc c'est vraiment un mix de tout ça. Hein. Exactement. Donc ça, c'est un enseignement sur, en tout cas, un échec, pas qu'un d'ailleurs, j'en ai eu 2-3 d'échecs là-dessus. J'ai aussi appris sur typiquement l'intégration des collaborateurs, qu'un collaborateur qui vient dans une boîte au moment T avec un momentum et qui ne bosse pas aussi bien qu'on l'avait espéré, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est peut-être que l'environnement et le momentum ne lui conviennent pas. Tout à fait. Je vais vous donner un exemple footballistique encore une fois pour que ça soit parlant pour votre audience, en tout cas un exemple sportif. Un joueur de foot qui joue dans un club en Ligue 2 et qui met 15 ou 20 buts dans la saison. C'est un bon joueur. C'est très dur de marquer des buts. L'année d'après, il va en Ligue 1 dans un club plus huppé, beaucoup plus exigeant, avec plus de pression médiatique, etc. Et là, il ne met pas un pied devant l'autre. Est-ce qu'il est devenu mauvais ou pas? La réponse est non. C'est juste que le cadre dans lequel il est, l'environnement dans lequel il est, il n'est pas adapté à lui aujourd'hui où il se situe. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver, mais au moment T, il n'y est pas. Et ça, ça a été non pas un échec pour moi, mais un élément d'apprentissage, d'avoir eu des collaborateurs qui sont venus et ils n'étaient pas au niveau. Et en fait, c'est pas qu'ils étaient mauvais ou qu'ils n'étaient pas bons, c'est juste que la boîte n'était pas appropriée à ce qu'ils faisaient, à ce qu'ils étaient capables de donner aujourd'hui, et inversement. Et il faut accepter ça. Je pense qu'il faut accepter, et là je fais un petit focus très ressources humaines, mais il faut accepter aussi de se quitter dans une aventure et d'être hyper à l'aise.
Les périodes d'essai sont aussi faites pour ça des deux côtés. Et quand bien même c'est pas une période d'essai, à un moment donné, on n'est pas bien dans une boite. Il faut changer de boîte. J'ai toujours dit que je ne comprenais pas les managers ou la hiérarchie de manière générale qui s'offusquaient quand un salarié quittait l'entreprise. Ouais. Et que ça ne lui convient plus. Et au contraire, il vaut mieux qu'il s'en aille si ça ne colle plus avec ses attentes. Exactement. Après, la problématique qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est que c'est pas si simple de quitter un job. Aujourd'hui, et il n'y a peut-être pas forcément aujourd'hui en France les bons process pour le faire, et je ne sais même pas s'il les aura demain, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je viens dans votre boîte, je viens de prendre 20% d'augmentation salariale par rapport à ma boîte d'avant. Et tout de suite, je me suis habitué à ce salaire-là, forcément. Tout à fait. Je me rends compte au bout de 4 mois que finalement, ça ne me va pas. Et je postule à droite à gauche, mais je n'ai rien. En fait, même si je vais pas bien, je vais rester dans la boîte. Et c'est ça la problématique, c'est que il est compliqué de partir pour plein de raisons, parce que les gens vont pas démissionner, parce qu'ils vont tout perdre. Les ruptures conventionnelles, c'est pas si simple parce que ça coûte de l'argent aux entreprises. Donc voilà. Mais c'est vrai que si on met de côté tous les sujets administratifs et les sujets financiers, à un moment donné, c'est comme dans un couple. On n'est plus bien ensemble, on se quitte, et on peut, je pense, bien se quitter. On n'est pas obligé de se quitter avec perte et fracas. Il faut accepter. Moi, j'ai déjà eu des collaborateurs dans le passé qui sont venus me voir en me disant je m'y retrouve plus, etc. Et honnêtement, j'ai pris le pari de dire on va faire les choses correctement pour que tu partes. Et c'est vrai que la rupture conventionnelle aidait, je pouvais le faire, et je l'ai fait avec les collaborateurs avec qui ça se passait bien, pour qu'ils puissent aller vers de nouveaux projets, etc. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Et pour revenir sur ce que tu disais un peu avant, effectivement, en général, pour qu'une collaboration puisse marcher au mieux, il faut avoir les moyens de ce qu'on demande aux collaborateurs finalement. Parce qu'on peut avoir la meilleure des volontés, si on peut pas aligner les choses, en fait, les moyens. C'est ce mot-là qui me vient. C'est compliqué d'appliquer des directives, des objectifs. Oui, puis quand tu parles de moyens, c'est que l'audience comprenne bien, c'est pas que les moyens financiers ou package en nature, c'est aussi les moyens humains, c'est aussi l'accompagnement, c'est aussi le manager. On en parle souvent, mais le manager est clé aujourd'hui dans les boîtes, et il le sera encore plus demain, parce que demain, ce qui va se passer, c'est qu'on a une progression du freelancing. On a aussi des gens qui arrivent sur le marché du travail avec une autre vision de la contractualisation. Moi, il y a 20 ans, on me disait, il y a du chômage, il faut que tu trouves un CDI. Ouais, je me suis jamais posé la question d'être freelance ou auto-entrepreneur. Aujourd'hui, il m'arrive de donner des cours en école de commerce. Pour beaucoup, c'est pas un sujet le CDI. C'est que moi, je vais me mettre freelance parce que j'ai une valeur ajoutée, etc. Et les expertises freelance vont être les plus pointues sur des métiers. Ce qui sous-entend que demain, les boîtes vont devoir de plus en plus les intégrer. Et donc, un manager demain va avoir un rôle encore plus fort parce qu'il va devoir à la fois piloter, manager, embarquer des équipes en CDI, mais aussi en freelance. Et donc, la clé de tout ça, ça reste l'humain, mais aussi la capacité à former des bons managers et pas retrouver des managers qui sont là par défaut parce que ça fait 3 ans qu'ils étaient là et du coup, ils sont passés managers. Le management, ça ne s'invente pas. C'est, à mon sens, c'est 50% en effet de compétences intrinsèques quelque part, aussi de soft skills, etc. Mais c'est aussi de la formation. Et on ne s'improvise pas manager. Et encore aujourd'hui, il y a trop de managers qui n'ont pas demandé à l'être. C'était des gens qui étaient hyper bons sur leur expertise et on leur a dit, comme tu es le meilleur expert, tu passes manager. Mais c'est pas pareil. Sans accompagnement. Manager, c'est un métier. C'est un métier. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais, Valérie, sur les moyens. C'est tout à fait ça. Tu vois, je prends un exemple hyper concret, très actuel. On avait chez Propel deux alternantes. Leurs contrats se sont terminés respectivement fin juin et début juillet. Eh ben, je suis très à l'aise pour dire que c'était une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris des alternantes en se disant elles vont nous apporter de la valeur, elles vont être en capacité de faire des choses, parce que c'était des 5e années, et il est vrai qu'on ne va pas leur demander des choses incroyables, on va leur demander des choses eu égard à leur expérience. Il n'en demeure pas moins que ces personnes-là, peut-être plus que d'autres, avaient besoin d'accompagnement, avaient besoin encore de formation pour faire la transition entre l'école et le monde de l'entreprise. Problématique, on est une start-up,
on est 4. Est-ce que réellement on avait le temps de les accompagner, de les former? La réponse est non. Oui, oui, clairement. Et fausse bonne idée. Ça, c'était typiquement ça. C'est un échec, toute proportion gardée. Mais là, la question s'est posée, est-ce qu'on repart sur un cycle d'alternants? Et la réponse a été non. Non pas que c'est pas bien, c'est juste que notre boîte n'est pas adaptée pour intégrer aujourd'hui des alternants. Alors, c'est assez dichotomique parce qu'on va se dire, bah oui, mais les startups n'ont pas d'argent, donc c'est bien d'aller chercher des profils qui sont moins onéreux, alternants ou stagiaires. Mais la réalité, c'est que nous, on a fait le choix de se dire, bah on va peut-être payer un peu plus, on va prendre des seniors, mais les seniors, bah, ils seront autonomes, ils se responsabiliseront. Et nous, ça va nous enlever de la charge mentale et du temps passé qu'on n'a pas à leur consacrer. Ça, typiquement, dans le cadre d'une start-up, là, c'est très nouveau pour moi. On a tiré ça comme enseignement. Et on s'est quand même bien quitté, évidemment. Mais c'est vrai que, est-ce que j'ai répondu totalement à la promesse qu'on leur avait fait quand elles sont arrivées? Je pense pas. Ou en tout cas, pas autant que j'aurais voulu. C'est pas grave. C'est un apprentissage et c'était quand même chouette, etc. Mais bel apprentissage pour avancer. C'est très important de se questionner sur quel temps on est à même de pouvoir consacrer quand on prend un alternant, effectivement, ou pas. De manière générale, un profil, est-ce qu'on part sur du junior, de l'intermédiaire ou du senior? Parce que effectivement, on ne pourra pas attendre les mêmes choses de ces différents types de profils. On va passer à une autre question. Quel est ton critère numéro 1 pour choisir un associé ou un partenaire clé, de manière générale? Associé, partenaire, je vais dissocier un petit peu. Alors, clairement, associé, il y a 2 sujets. C'est que humainement, on soit aligné sur les valeurs. Ça, c'est clair et net parce que c'est ce qui permet, quand ça va mal, de passer justement les tempêtes un peu plus facilement. Quand bien même on peut être en désaccord et qu'il peut y avoir des moments de friction, on sait que si on est aligné en termes de valeurs et de vision humaine, ça joue. Et puis le deuxième critère, c'est la complémentarité dans les expertises. Concrètement, moi, mes associés ont des qualités que je n'ai pas, et inversement, j'ai des qualités qu'ils n'ont pas. Et c'est ce qui fait évidemment la force d'une équipe, c'est de pouvoir être complémentaire sur les expertises tout en étant aligné sur les valeurs. Donc ça, c'est clé, et ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis associé pour la première fois en 2012 avec 3 autres personnes, et on est resté associés 11 ans, et ça s'est hyper bien passé, et même quand on s'est quitté, ça s'est bien passé aussi. Et aujourd'hui, on s'est quitté, on reste en super termes. Ils sont devenus d'ailleurs clients de Propel. Et voilà, sympa, la continuité. Comme quoi, on peut faire aussi les choses bien. Mais je reviens à cet exemple tout à l'heure, mais c'est vrai que parfois, pour prendre cet exemple-là, des couples qui se séparent, ils ont été 10 ans ensemble. Et en fait, les 6 derniers mois, c'est l'enfer, c'est compliqué, c'est le divorce et tout. Et c'est dommage, parce que pendant 10 ans, ça s'est bien passé. Vous voyez ? Alors, nous, c'est vrai qu'on avait fait des pactes d'associés qui permettaient aussi, très en amont, de pas trop se poser de questions sur comment ça allait gérer la finalité, le départ, la vente, etc. Il faut y penser. Ça aide beaucoup, exactement. Et là, on a fait pareil sur Propel pour que ça puisse aussi bien se passer, parce que évidemment que d'une manière ou d'une autre, dans un temps court, moyen ou long terme, on sera amené l'un ou les autres à partir en fait. Mais je suis profondément confiant et certain que ça peut bien se passer. Et ça ne peut que bien se passer si on est aligné sur les valeurs et qu'on est complémentaire dans les expertises. Après, il peut y avoir évidemment des sujets qu'on ne maîtrise pas. Mais bon, globalement, si déjà il y a ces 2 éléments-là, ça permet d'avancer en tout cas sereinement. Et pour ta deuxième question sur les partenaires, alors je ne sais pas ce que tu entendais partenaires, mais partenaires, c'est prestataires, c'est clients, pour moi c'est tout ça. C'est vrai que bon, là l'expérience aide aussi un peu, mais moi aujourd'hui typiquement, je ne me pose pas de questions à faire des appels d'offres pour des partenaires ou des prestataires. Je valorise la reco, donc autant vous dire que j'y crois beaucoup, et j'y crois beaucoup aussi sur ces sujets-là. On a un partenaire qui a fait notre site internet. Ça n'a pas été un sujet de mettre en compète avec 3 autres boîtes, quoi. Il a fait notre site internet. Et on se dit les choses très clairement dès le départ. Voilà. On a un partenaire qui fait nos vidéos de la même manière. Et en fait, à force de bosser avec ces personnes-là dans le temps et que ça se passe bien, il n'y a pas de sujet, on se comprend. Alors, ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, parce que potentiellement, je ne peux pas avoir le budget attendu pour le partenaire par rapport à ma demande, mais on trouve toujours des façons de se dire là on va peut-être faire un peu comme ça, puis la prochaine fois on fera plus comme ça. Et donc voilà, et ça encore une fois, c'est un alignement sur la façon de voir les choses professionnellement.
et de travailler. Aujourd'hui, mon plus gros sujet, moi, c'est le temps. C'est vraiment le temps. C'est que je dois à chaque fois mettre mon temps là où j'ai de l'impact et pas me perdre dans des choses qui sont peut-être pas futiles ou inutiles, mais qui ne seraient pas aussi impactantes si je mettais mon temps ailleurs. Négocier un devis, je caricature, hein, c'est un faux exemple, mais négocier un devis pendant une semaine pour 100 euros, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc des fois, voilà. Donc moi, mes partenaires aujourd'hui, je leur fais confiance. Je pense qu'ils me font confiance. Je les valorise aussi. Je les recommande. C'est comme ça que ça marche. Il y a beaucoup de partenaires avec qui j'ai bossé, que j'ai recommandé à d'autres entrepreneurs, d'autres boîtes. Inversement, on m'a recommandé beaucoup de gens. Et puis c'est le cœur de Propel, donc forcément, on applique aussi ce qu'on pratique, forcément. Comment est-ce que tu crées un environnement de travail sain pour tes salariés ? Il y a la volonté de créer un environnement de travail sain, ça c'est déjà le prérequis. Comment je le crée ? Il y a des choses que j'ai en tête et que je sais qu'il faut mettre en place très 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 vite pour là aussi éviter les frictions, éviter les complexités. Je pense à un truc tout bête en ressources humaines, mais c'est le onboarding. Le onboarding, dans ma précédente boîte, je travaillais pour beaucoup d'entreprises du CAC 40. Je plaçais des consultants en régie chez ces clients-là, qui avaient toutes les infos depuis très longtemps. Et évidemment, le consultant arrivait, le desk n'était pas prêt, l'ordinateur n'était pas prêt, le manager, peut-être il était en vacances. C'est une faux départ tout de suite. C'est une folie, c'est une folie. Donc ça, c'est la base. À tel point que je suis devenu un ayatollah du sujet. Chez Propel, un des premiers trucs que j'ai mis en place, c'est pas un process d'onboarding, c'est un process de pré-onboarding. Mes associés m'ont pris pour un malade. Ils m'ont dit, Joss, on est 3 dans la boîte, t'as déjà mis ça en place. Et je leur ai dit, mais parce que ça t'a marqué. Mais au moins c'est fait, et vous verrez que demain, quand on va onboarder des gens, non seulement les gens ils seront à l'aise pour arriver dans la boîte parce qu'ils auront toutes les informations, et nous-mêmes on aura processisé les choses, donc on saura ce qu'on doit faire, à quel moment on doit le faire. Et à côté de ça, si la boîte grossit un peu rapidement, les process seront en place. Et on n'aura pas à gérer des process, c'est-à-dire à y réfléchir, à brainstormer pendant l'arrivée, parce que ça donne une image in fine, alors je ne vais pas dire négative, mais en tout cas pas très pro pour l'intégration d'un collaborateur. Et là, c'est vrai qu'on a une page Notion où j'envoie ça 3 semaines avant l'arrivée de la personne. Elle retrouve plein d'éléments dessus, mais elle retrouve même un digital toolkit avec le header LinkedIn si elle veut le mettre sur son profil LinkedIn, le fonctionnement de notre Slack, comment on travaille sur Notion, etc. Elle a déjà pas mal de choses. Alors l'idée c'est pas non plus de l'abreuver d'encyclopédie sur le truc, mais au moins le B.A.B.A. où la boîte se trouve, comment on fonctionne sur le télétravail, comment on fonctionne sur Slack, c'est quoi les outils de communication essentiels, ton accès à ton compte Google Workspace, ton mail, tout est prévu. Et en fait, c'est-à-dire que le jour où elle arrive, la personne, bah déjà, il n'y a pas tous ces sujets. Elle est à l'aise, déjà. Ça lui donne le signal qu'elle était attendue. Hein. C'est tout ça. En fait, hein. Il y a un autre truc qu'on a mis en place, qui est, encore une fois, pour moi, un B.A.B.A., mais j'ai mis en place un rapport d'étonnement. Donc, ça veut dire que 3-4 semaines après l'arrivée d'un collaborateur, je précise qu'on est 6 dans la boîte, ils ont un rapport d'étonnement, mais c'est hyper intéressant parce que ça me donne, moi, de la matière pour améliorer l'après. Donc, c'est vrai, pour revenir à ta question de c'est quoi un environnement sain, ça commence déjà par là. Après, le deuxième élément qui est clé, à mon sens, c'est cette capacité aussi à laisser de la place à chacun. J'aime à dire qu'on soit stagiaire, fondateur ou pas, je veux dire, chacun a la même capacité, en tout cas dans les boîtes dans lesquelles je suis, à s'exprimer librement, à parler, à pouvoir apporter des idées. Enfin, il n'y a pas de notion de hiérarchie à l'ancienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est important aussi. On voit très bien. C'est aussi important que les gens puissent se sentir acteurs en fait de l'entreprise. Et c'est encore plus vrai pour une petite boîte, parce que dans une petite boîte, tu arrives forcément au début. Oui. Et c'est magnifique parce que tu peux aussi créer ton job, aussi prendre ta place, aussi participer à la co-construction de la culture de la boîte, parce que la culture c'est un peu toi aussi. Donc ça c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, qui est un élément que j'ai appris il y a 7-8 ans, c'est l'exemplarité. C'est un élément complexe, pas simple,
Mais quand j'ai commencé à prendre des fonctions de direction générale, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des comportements qu'il fallait que peut-être je tempère parfois, à contrario que j'ai d'autres comportements. Toujours est-il que je sois le plus exemplaire possible. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Alors après, ça devient une habitude. Et comme c'est une habitude, c'est ancré et c'est naturel. Oui. Mais il y a des fois, notamment au début, où moi, je suis très dans l'humour, par exemple. Et je fais beaucoup de blagues. Et quand il y a eu... ça m'a marqué parce que j'étais en agence de pub, mais ces scandales MeToo, etc. Il y a eu après Balance ton agency. Je ne sais pas si vous avez connu ce phénomène-là. Il y en a eu plein après. Ouais. Je ne me suis pas senti concerné, hein, je vous rassure. mais je me suis quand même dit, waouh, c'est vrai qu'il faut faire hyper gaffe sur vraiment parfois des petits trucs, etc. etc. Et c'est très vite là où je me suis dit, on a un devoir, nous, quand on est dirigeant d'une boîte, d'exemplarité. Et c'est un devoir de tous les jours. Hein. C'est ce qu'on fait avec nos enfants quand on en a. C'est pareil, on doit le faire avec nos collaborateurs aussi. Et puis de rester à notre place. Et quand je dis rester à notre place, c'est que, encore une fois, je mets le côté hiérarchie de côté, hein, mais c'est de se dire, il y a des trucs que tu peux plus faire, comme quand tu avais 27-28 ans, en disant, venez les gars, on va prendre une bière à la sortie du taf. C'est plus comme ça, en tout cas, que je dois l'amener. C'est plus comme ça que je dois le dire, si jamais je veux le faire. Et ça a été, une gymnastique intellectuelle au départ, sur comment je dis les choses, est-ce que je peux les dire, dans quel contexte je les dis, à qui je les dis. Et après, évidemment, c'est ancré, ça devient une bonne habitude. Donc l'exemplarité est aussi, à mon sens, un élément qui permet aux collaborateurs de bien sentir. Parce que quand tu as des gens qui incarnent l'entreprise, sa mission, son ambition et sa vision, et que tu vois que ces gens-là, tu es en accord avec là où ils vont et comment ils le font, déjà, tu as le soutien de tes collaborateurs et tu avances plus vite aussi. Tu vois. Donc, ça porte, c'est clair. J'aime beaucoup ton approche. J'aime beaucoup ta réponse à cette question. Est-ce qu'il y a une erreur de management que tu ne répéterais plus ? Une erreur, c'est peut-être parfois de manquer, alors plus aujourd'hui, hein, mais il y a peut-être une dizaine d'années, peut-être de manquer un tout petit peu d'empathie où tu sais te mettre à la place d'eux. Oui. C'est-à-dire que j'ai un niveau d'exigence très élevé et j'ai fait une erreur quand j'étais plus jeune manager, c'est que je me disais, comme je suis hyper exigeant avec moi-même, par définition, les gens sont comme moi et doivent l'être aussi. Et pire que ça, c'est-à-dire que j'imposais finalement mon exigence à d'autres personnes. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tout le monde a sa vision du job qui n'est pas forcément la même que la mienne, sa capacité à s'impliquer qui est différente, la capacité de travail aussi, qui peut être aussi différente, etc. Et je pense que j'ai fait, il y a une dizaine d'années, peut-être 2-3 erreurs avec des collaborateurs où clairement, ils ont dû se dire... et ils se sont dit, c'est sûr, il nous met la pression, vous voyez. D'accord. Et mon but, c'était pas de mettre la pression, c'était tellement tu es impliqué dans le truc que tu veux que ça marche. Bien certainement, en tant que manager, j'ai pas été assez bon pour faire le filtre sur cette pression et redescendre correctement le sujet. Et ça, j'en ai parlé avec notamment un collaborateur avec qui ça s'est mal passé et qui m'a expliqué tout ça quelques mois après. Et mea culpa, et on a eu une super discussion et j'ai compris ce qu'il me disait en fait. Mais c'est vrai que sur le coup, je comprenais pas quoi. Je disais, attends, c'est très parlant ce que tu dis, parce que déjà en général quand on a cette relation manager-collaborateur, ils ont par nature une pression. Quand ils parlent à leur manager, qui n'est même pas palpable, c'est pas parce que elle va être mise ou pas, mais c'est parce que voilà, le statut joue. Donc effectivement, ça peut aller vite. Ouais. Après, tu apprends, hein, tu vois, c'est toujours pareil. Et ça, ça, je l'ai appris avec l'expérience. Et maintenant, évidemment, je n'agis plus du tout comme ça. Et je vais même aller plus loin. J'ai dit ça d'ailleurs récemment à un de mes collègues il y a quelques temps. C'est que je pense qu'aujourd'hui, je ne suis plus un bon manager. Je suis plus un manager tout court même. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que échanger, partager, brainstormer, challenger avec des seniors, j'adore ça, mais il n'y a pas cette notion de management, vous voyez. C'est que aujourd'hui, le management, c'est aussi du temps. Encore une fois, c'est de l'accompagnement. Aujourd'hui, j'ai plus de temps, j'ai pas cet accompagnement malheureusement à partager. Donc, je peux pas me considérer comme un bon manager aujourd'hui. C'est évident parce que c'est un métier à part entière et c'est pas ce métier-là que j'occupe. Aujourd'hui, en revanche, mon job, il est plus
d'embarquer, d'avoir du leadership, ça c'est évident, d'inspirer, de projeter. Et c'est un des chantiers et des challenges qui sera important pour moi, j'espère à moyen terme, c'est demain avoir en effet une équipe de managers vraiment hyper bonne, qui sera en capacité de manager les plus juniors, etc. etc. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'équipe, on est 6. Il n'y a personne qui manage quiconque. On est vraiment sur nos périmètres, sur nos entités. On avance ensemble, évidemment, mais personne ne se manage parce qu'on n'a pas le temps de le faire et que ce n'est pas la priorité aujourd'hui. On va passer à un sujet très actuel qui est l'IA. En quoi l'IA impacte ton secteur aujourd'hui? Comment tu penses qu'il va impacter ton secteur demain? L'IA, ça va être très simple. C'est que, moi, je l'utilise, je pense que 5 ou 10% des gens l'utilisent aujourd'hui en France, c'est-à-dire sur des LLM, des choses, voilà, des ChatGPT, des Mistral, etc. Donc, on peut être amené à l'utiliser, évidemment, même à titre personnel. Et d'ailleurs, je pense même que c'est le premier sujet. Après, l'IA, en tant que telle, nous, c'est déjà intégré, évidemment, chez Propel sur toute la techno. Et en fait, il y a deux sujets. Il y a son utilisation, pour moi, qui n'est pas un sujet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, l'IA, c'est comme la révolution digitale. C'est qu'en fait, on s'y est mis, point, la ligne. C'est tout. Et quand on s'est mis au digital, au numérique, c'est extrêmement large, parce qu'il y a plein de métiers. Et ben, sur des métiers, pareil, on va chercher les bonnes personnes pour implémenter le bon sujet en IA, peut-être dans ton produit, dans la techno que tu vas utiliser. Et ça, c'est pas mon job. Moi, mon job, c'est encore une fois d'avoir une vision, de l'incarner derrière par un produit. Si dans ce produit, on doit avoir de l'IA, on aura de l'IA. Mais c'est le cas d'ailleurs. Mais en fait, j'en fais pas un sujet. Vous voyez, j'en fais même pas un axe de communication parce que. Et pourtant. Mais en fait, on a déjà nous de l'IA aujourd'hui. Pour vous donner un exemple de comment on utilise l'IA, Propel est connecté aux ATS de certains de nos clients et va en fait chercher l'information dans les ATS parce qu'ils vont écrire une offre de recrutement, une offre de job avec leurs propres mots, etc. Nous, cette information, on doit la récupérer et elle est retravaillée par l'IA en l'occurrence pour être adaptée à notre modèle de publication d'offres sur l'application. Voilà, on utilise l'IA de cette manière-là. On utilise aussi l'IA sur les candidatures qu'on reçoit pour faire en fait des scorings des candidatures pour les pousser ou non côté client. Voilà, c'est une des utilisations de l'IA. Donc l'IA en tant que telle, opérationnellement parlant, pour moi, ce n'est pas un sujet, on l'utilise et on l'utilisera évidemment certainement de plus en plus pour des gains de productivité, pour des options, des fonctionnalités. Le deuxième sujet, c'est l'impact dont tu parles. L'impact de l'IA, c'est très simple, c'est que là, si vous allez sur LinkedIn suivre toutes les personnes dans les RH, je pense que 2 postes sur 3 parlent d'IA. C'est pour ça. Objectivement, plus ou moins tous la même chose. A priori, ça a un impact fort dans les ressources humaines parce que vous vous rendez compte, ça va aider demain à générer des entretiens non humains mais avec une voix qui va vraiment comprendre qui tu es et va vraiment te répondre et cette voix, c'est de l'IA. Voilà, c'est un impact concret potentiellement pour faire gagner du temps sur toute une phase d'entretien massif où tu vas mettre en avant, plutôt que d'avoir un recruteur humain, tu auras une IA. Donc, c'est un impact en fait, dans l'expérience candidat et dans la productivité. Maintenant, comment je le vois, ça va se développer, ça va s'améliorer, ça va s'affiner et on va en avoir de plus en plus. Et troisième point, j'avais évoqué 2 points Ingrid. Troisième point, je le corrèle à Propel, c'est que nous, l'IA, c'est un sujet d'un point de vue tech, mais c'est pas un sujet sur ce qu'on fait, puisque nous, par définition, c'est l'humain et la recommandation. Et ça, l'IA ne peut pas le travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux changer de job, que je suis déjà moi employé quelque part, je ne vais pas aller mettre Open to Work sur LinkedIn. Je ne veux pas que mon employeur puisse le savoir. Donc, je vais peut-être pas laisser de traces numériques sur le sujet. En revanche, on va faire demain ensemble un barbecue et je vais vous le dire. Et mon cercle restreint, mon cercle proche va savoir que je change de job. Et nous, c'est ça qu'on travaille. C'est aller chercher l'information auprès de celles et ceux qui ont l'information. Mais le numérique, le digital, l'IA n'a pas l'information. Pour vous donner une comparaison, une métaphore, c'est comme un bien immobilier. Les meilleurs biens immobiliers sont off-market. Vous ne les voyez pas sur les sites vitrines des agents immobiliers. Parce qu'en fait, si demain,
il y a une pépite qui se vend à Rambouillet où j'habite, et ben cette pépite, en fait, l'agent immobilier a déjà l'info parce qu'il connaît la personne qui vend le truc, vous voyez. Et ça, c'est de l'humain. Donc l'IA, évidemment, on ne va jamais remplacer l'humain. L'IA va venir en appui de l'humain, va nous faire gagner du temps, de la productivité. Voilà. Après, il y aura des sujets d'éthique, évidemment. Il y aura des sujets d'RGPD, évidemment, qui sont en train d'être travaillés, qui vont évidemment s'affiner. Il n'en demeure pas moins que pour nous, si je synthétise la réponse à ta question, c'est que oui à l'IA, mais nous, c'est aussi oui et beaucoup oui et 1000 fois oui à l'humain. Voilà. Merci beaucoup pour ton retour dessus parce que c'est un vrai sujet d'inquiétude pour une bonne partie des collaborateurs. Comment prendre en main cette nouvelle technologie finalement et voir son métier disparaître. Donc il y a des évolutions qui se font, mais effectivement l'humain reste au cœur. Oui, et puis si on prend un peu de hauteur, sans rester sur le focus RH de ce que tu parles, c'est que c'est comme le digital, c'est comme Internet quand c'est arrivé. Tout à fait. J'ai la même référence que toi. C'était un truc un peu foufou pour les gens de l'époque, etc. Ouais. Alors oui, ça a créé des évolutions, des métiers se sont transformés, des métiers ont disparu, mais d'autres se sont créés aussi. Parce que l'IA, dans tous les cas, pour la faire marcher, il faudra toujours de l'humain. De l'humain. Oui, ça s'implémente avec... Voilà. Et après, il y a de la pédagogie à voir, il y a de la formation à voir. Je pense que là, aujourd'hui, et c'est hyper chouette pour les boîtes de formation, parce que du coup, aujourd'hui, elles valorisent formation IA. Je pense que 70%, on pourrait le faire nous-mêmes en allant demander à l'IA comment se former à l'IA. Mais c'est un bon trend pour les boîtes de formation. Et par contre, là, les boîtes, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise ont un rôle à jouer dans l'accompagnement, dans la formation et dans l'évangélisation de l'IA. Ça, c'est une évidence. Merci beaucoup pour ton retour à ce sujet. On arrive à notre dernière partie de cette interview. On aimerait tes conseils par rapport à certains sujets. Est-ce que tu peux nous donner ton top 3 des erreurs à éviter quand on lance sa première entreprise ? Numéro 1, rester focus sur son idée ou son produit sans avoir sondé le marché. C'est-à-dire, il faut que ça parte du marché. C'est quoi le pain point, c'est quoi le problème, à quel problème je réponds, et après, aller chercher la solution et savoir comment créer cette solution. Ça, c'est pour moi le premier sujet. Le deuxième, c'est mon conseil, c'est en effet de s'associer avec d'autres personnes. Mais ça, encore une fois, c'est très personnel. Il y a plein de gens qui savent entreprendre seuls et bravo. Moi, c'est moins mon cas. Donc, mon conseil, c'est en effet de s'associer. Le troisième sujet, c'est quand bien même on a un embryon d'idée, on a sondé le marché, toujours challenger, se faire challenger. Et moi, typiquement, j'ai mis en place un board il y a 1 an. Donc j'ai 4 personnes dans mon board qui ne sont pas opérationnelles dans la boîte, mais qui me challenge, qui me mettent des claques quand il faut me mettre des claques et qui me permettent d'avoir un recul que je n'ai pas. Donc à mon sens, écouter est la clé. Et quand je parle d'écoute active. Oui, on est d'accord. Merci beaucoup. Qui écoutes-tu ou lis-tu pour rester inspiré ? J'écoute Ingrid et Valérie. Honnêtement, j'écoute beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses, mais j'ai pas un modèle. J'ai pas un modèle entrepreneurial où je me dis waouh, Richard Branson, c'est exactement ce que je pourrais être. Non mais tu vois, c'est pas du tout le sujet. Il y a pas mal de choses que je prends à droite à gauche. Il y a des choses qui sont qui sont inspirantes. Tu pioches un peu partout, quoi. Ouais, exactement. Après, je lis beaucoup de choses aussi. Harvard Business Review, par exemple. Des podcasts spécifiques, évidemment. Et puis, j'ai un petit livre de chevet, qui est un livre qui est écrit par Paul Arden, qui est un ancien publicitaire qui, je crois, s'est fait virer 5 ou 6 fois dans sa vie de boîte. Et ce livre s'appelle « Vous pouvez être ce que vous voulez être ». On aime bien le titre. Je connais pas, j'aime bien. Hyper intéressant. Petit livre de chevet, 80-100 pages avec des visuels, des citations. C'est assez marrant parce que ça te permet de relativiser beaucoup de choses et de te dire que en fait tout est possible et quand bien même tu n'y arrives pas, c'est pas grave en fait. Et je pense que parfois, alors je dis ça, mais très souvent je me fais une montagne de beaucoup de choses en me disant j'ai pas réussi. Mais il faut relativiser. Moi aujourd'hui je ne sauve pas des vies, donc voilà, il faut beaucoup relativiser et savoir aussi ce que sont ses priorités. Et j'aime bien écouter aussi des gens qui viennent d'un environnement totalement différent. Moi, j'ai fait beaucoup d'humanitaire. J'ai rencontré ma femme via l'humanitaire. Parler avec des gens qui sont dans des ONG, qui sont sur le terrain, te fait comprendre que c'est pas grave si t'as pas signé un client aujourd'hui, quoi.
Ouais, ça permet de relativiser. Ça remet les en place. Ouais, voilà, donc je pioche beaucoup à droite, à gauche. En conclusion, faites votre veille de manière élargie. Ouais, après, non, mais il y a des gens qui sont hyper inspirants pour certains, tu vois. Mais, ça n'empêche, ouais. Voilà, en tout cas, j'aime bien, en revanche, beaucoup parler avec des entrepreneurs qui sont partis de zéro, qui ont fait. Dans les RH, je peux citer un nom, Olivier Le Thor, par exemple, hyper inspirant, qui a créé l'agence I2O de rien. Ça, j'aime bien, en fait, ces gens-là qui créent, tu vois, from scratch quelque chose avec leur conviction. C'est jamais simple, mais c'est intéressant. Ouais, c'est inspirant. Si tu devais résumer ta philosophie d'entrepreneur en une phrase, qu'est-ce que ça serait ? No trust, no business. Je l'ai fait en anglais parce que ça passe toujours mieux en anglais. Oui. Mais, la classe. Mais ouais, ça fait vachement classe. C'est les seuls mots que je connais en anglais. Non, mais pour le coup, je dirais ça, c'est vraiment sans confiance, il se passe rien, quoi. Et littéralement, pas de confiance, pas de business. Mais le business, là, c'est pas tant au sens monétaire, c'est pas de confiance. Tu peux pas évoluer avec des collaborateurs, tu peux pas construire une équipe, tu peux pas construire avec des partenaires, tu peux pas créer avec des investisseurs, etc. La confiance, pour moi, est au cœur de tout. Parfois, elle te joue des tours, évidemment. Parfois, tu es déçu. Et je sais que je prendrai encore des gadins. On en parle très très souvent, mais par nature, je fais confiance aux gens. Et je me suis déjà trompé, mais je me suis aussi dit que je continuerai à faire confiance aux gens. Parce que je pense que c'est comme ça que je fonctionne et que la confiance est clé pour créer de la valeur, en fait. Et ensuite la partager. No trust, no business, vachement bien. Un grand merci à toi pour tous ces nombreux conseils qui sont très précieux. Merci beaucoup. Très inspirant ce podcast. Moi, je suis fan de nos invités. Donc voilà, c'est ça. Je suis fan de nos invités surtout. On apprend toujours beaucoup de choses à chaque fois. Et c'est intéressant d'avoir des univers différents. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, de ne pas s'intéresser qu'au RH. Bon, là, on est très proche de notre sujet. Mais quand même... c'est intéressant d'avoir des retours différents dans nos podcasts. Donc, merci beaucoup pour ces moments. Merci à vous pour l'invitation. C'était très agréable d'échanger avec vous. Toujours des sourires en plus et ça fait la différence. Et après, j'espère que votre audience appréciera. L'idée, c'était plutôt de partager que de donner des conseils. Je ne suis pas du tout en mode donneur de leçons. Il y a plein de trucs que je fais mal. Ça peut aider quand même. Il faut juste, peut-être en mot de clôture, je dirais que s'il y a des futurs entrepreneurs qui écoutent ou même des entrepreneurs ou des salariés, c'est que je pense qu'on peut faire des choses, on peut se planter, mais il faut toujours dire au moins on a essayé, j'ai pas de regret. Ça, tout à fait. À bientôt, bye bye. Au revoir. Notre épisode d'Il faut bien débuter s'achève. Nous espérons que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, suggérer de nouvelles thématiques. Sachez qu'il est possible de réserver avec nous une entrevue gratuite personnalisée de 15 minutes. Vous pouvez également nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux.